Bienvenue au cycle de conférences Les secrets de fabrique. Donc aujourd'hui, nous accueillons l'architecte Laurent Haudebert. Laurent Haudebert qui, à côté des travaux qu'il mène dans le cadre de son activité d'architecte qui porte à la fois sur des projets d'aménagement urbain ou paysager, équipements scolaires ou sportifs, habitat, et également des travaux sur la réhabilitation, mène également un important travail de recherche et d'enseignement dans le cadre de l'école d'architecture de Marseille. Alors, dans les travaux de recherche, il y a beaucoup de questions qui ont été abordées autour, notamment la question de la ville linéaire, des entrées de ville, des questions de l'infrastructure, de la voirie, mais surtout un travail de recherche qui consacre, qui donne une grande place à une figure importante de l'histoire de l'urbanisme, Henri Prost, auquel Laurent Haudebert consacre sa thèse, notamment autour de la question du modèle du boulevard urbain ou du transfert du modèle du Parkway américain. Donc recherche qui rentre fortement en résonance aussi avec le travail d'enseignement qui nous sera présenté aujourd'hui, puisque le travail d'aujourd'hui est un travail qui porte sur la fabrique d'un atlas du territoire Marseille-Aix-Provence et qui interroge aussi la question du comment saisir le territoire, comment l'observer, quel dispositif mettre en place, quel protocole de saisie, comment aussi rentrer en relation la pratique physique de l'espace et à partir de cette pratique la cartographie. Voilà, autant de questions et tant d'autres certainement qui vont être abordées lors de cette présentation. Merci. Merci Elisabeth, merci pour cette invitation. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter à ton introduction. Sinon que oui, j'ai repris un travail de recherche sur Prost dans le cadre de ma thèse et que vous allez voir les questions de l'échelle territoriale et du paysage sont présentes à la fois dans ce travail-là et dans ce que je fais à l'école d'architecture et où j'enseigne depuis 2003. Voilà, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans cette école. Et j'ai participé à l'aventure de la question du projet urbain dans cette école. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un dispositif qu'on a mis en place en 2010 et qui est un dispositif exploratoire du territoire de Aix-Marseille-Provence que vous pouvez voir sur un site internet qui s'appelle donc l'Atlas métropolitain et qui articule cette exploration sur 4 thématiques. La question, voilà, ça marche. Voilà, la question des parcours, la question de la cartographie et de la photographie du territoire et la question du projet urbain et territorial. Alors, qu'est-ce que... Je vais d'abord vous montrer comment on a mis en place ce dispositif. C'est un dispositif un peu complexe. Un dispositif pédagogique et un dispositif de production et d'analyse, de production de connaissances et d'analyse du territoire. Et voilà, les grandes questions qu'on s'est posées sur notre territoire de jeu, c'est la question de l'échelle, comment aborder ces échelles-là alors qu'on vient plutôt de la pratique du projet urbain et de l'échelle urbaine donc. Donc comment penser l'échelle territoriale et métropolitaine, quels sont les outils pour fabriquer cette connaissance du territoire, comment faire du projet à l'échelle de la métropole, est-ce qu'on peut parler de projet à l'échelle de la métropole, et en préambule, quelles sont nos références historiques et contemporaines pour nous aider à élaborer ce dispositif et la fabrique de cet atlas. L'atlas, c'est une équipe. Donc c'est 3 membres fondateurs, on va dire, Jean-Michel Savigny, architecte urbaniste et directeur du département architecture, ville et territoire à Marseille, à l'école d'architecture, moi-même qui suis donc enseignant dans cette école, et Alexandre Field, qui est architecte urbaniste, membre du mouvement des chemineurs, donc qui est quelqu'un qui a cette expérience du parcours de la marche dans les territoires métropolitain et qui est architecte au CAUE des Bouches-du-Rhône et qui donc nous aide
on a une convention entre l'école d'architecture et le CAUE des Bouches-du-Rhône pour travailler sur ces territoires et pour échanger à la fois des données, des moyens et des compétences. Et ensuite, un groupe d'assistants qui nous suit, dont Emmanuel Pinard, qui est un photographe qui nous a aidé à fabriquer cette lecture photographique du territoire. Frédéric Gimic, qui est un architecte urbaniste à Marseille. Jean-Marc Giraldi, qui est un autre architecte urbaniste du CAUE 13, qui a, lui, une grande connaissance du terrain, qui a une grande proximité avec le territoire et avec ses acteurs, puisqu'il est, comment on appelle ça déjà, ingénieur territorial. Enfin bon, disons qu'il s'occupe d'un certain nombre de communes pour les conseiller dans leur développement. Jordi Balesta, géographe et photographe, et Camille Fallet, un autre photographe, avec qui ces deux derniers ayant pris le relais d'Emmanuel Pinard, qui a dû qui a arrêté la collaboration pour des raisons de santé. Donc, notre premier fondement, c'est voilà, la question dessiner le territoire. Pour nous, c'est l'arpenter. Et donc, cette question-là, qui est très présente au XVIIIe siècle, et la représentation cartographique de la France, qui est donc à la fois l'équiper, dessiner un projet de route, par exemple, c'est dessiner la carte de la route, du territoire dans lequel la route s'insère. Et donc, ça nous semblait intéressant, cette double dimension. C'est-à-dire, pour connaître le territoire, on le dessine, et on dessine le territoire qui est le terrain de jeu, quoi, enfin, celui qu'on va aménager. Après, il y a voilà, ma référence historique majeure, qui est le travail de Prost sur la côte varoise, donc qui est le département limitrophe des Bouches-du-Rhône. Voilà, là, c'est la fin des Bouches-du-Rhône et le début de la côte varoise, et après, c'est les Alpes-Maritimes. Donc, je ne rentre pas dans les détails de ce projet, mais c'est juste pour dire que en arrière-plan, il y a le travail de cet architecte urbaniste qui est le premier à aborder la question du territoire à cette échelle-là en France, en 23, de retour du Maroc. Et qui, pour ce faire, développe tout un arsenal d'outils, de connaissances et de représentation du territoire. Et un de ces outils étant la photographie aérienne verticale, pour pouvoir fabriquer un fond de plan à jour, puisque les cartes qu'il avait n'étaient pas à jour. Donc pour pouvoir dessiner le territoire, à un moment donné, il faut en avoir la connaissance dessinée. Et aussi la photographie dans dans sa pratique in situ en pied, et non pas en avion, pour aborder donc les différentes composantes de ce paysage et de ce territoire littoral, et de ses usages. Sachant qu'ensuite, les qualités de ce paysage sont captées à l'intérieur des dispositifs d'aménagement, que ce soit en plan ou en coupe. Donc cette relation entre les différentes échelles du territoire et des dispositifs que lui dessine avec sa culture d'architecte, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous voyez ici comment on peut pratiquement dire que il capte cette dimension paysagère dans le dessin de la coupe. Et aussi cette échelle très fine du travail de l'architecte, c'est-à-dire pas seulement à plat ou en coupe, mais aussi dans une vision en 3 dimensions, c'est-à-dire le modelé de sol et les dispositifs d'architecture qui permettent de s'inscrire dans le modelé sol. Voilà, donc je fais ça rapidement. Donc ça, c'est un grand... Voilà, le travail de Prost est un grand modèle pour moi, qui agit toujours en arrière-plan. Ensuite, notre expérience de l'enseignement du projet urbain. C'est-à-dire, avant d'arriver à la dimension territoriale, on a travaillé avec Jean-Michel Savigna sur des questions de projet urbain de grande envergure, on va dire, puisque là c'était sur le périmètre qui est celui de l'extension d'Euroméditerranée, donc la partie nord Euromède 2. Et ensuite on a travaillé sur le territoire de la plaine du Var à Nice, sur des dimensions qui sortent du projet urbain de l'échelle du quartier, quoi. Et donc voilà, pour plaine du Var, pour laquelle on avait fait un travail assez intéressant avec un groupe d'étudiants, et ensuite une exposition et puis un petit catalogue. Et donc quand
quand a été lancée la consultation du Grand Paris en 2009, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas le Grand Marseille. Donc même pas peur. Donc on s'est dit bon allez, ça pose des questions vachement intéressantes. Surtout ce qu'on trouvait particulièrement intéressant, c'était que le fait que là tout d'un coup les architectes reprenaient une position centrale dans le dispositif. Et c'était plus seulement les aménageurs ou les ingénieurs qui étaient au premier plan, mais vraiment les architectes avaient cette culture spatiale et l'intérêt pour le dessin du territoire à cette échelle. Et donc ça pose vraiment des questions particulièrement intéressantes. Et bon, voilà, je retiens de cette expérience les travaux de Bernardo Secchi et Paola Vigano, non seulement parce qu'ils sont assez fin et très très cultivé et intelligent, mais aussi parce que voilà, dans le dessin de la carte, il y a quand même quelque chose qui est assez fabuleux, quoi. Enfin, ils produisent des objets qui sont toujours très très beaux, mais ils ne sont pas seulement beaux, quoi. Ils racontent avec une intelligence et une stratification les composantes de ce territoire. Et ils travaillent aussi, là ce qui est intéressant, c'était les échelles du projet métropolitain. Donc cette grande échelle, le territoire du Grand Paris, et ensuite d'autres échelles, donc qui sont plutôt des secteurs ou des ensembles des lieux spécifiques, et ensuite l'échelle du quartier et presque des dispositifs d'architecture. C'est-à-dire comment, à un moment donné, la connaissance d'un lieu ou d'un site spécifique oriente sur des dispositifs d'aménagement. Et donc ce travail en coupe sur les zones inondables qui est intéressant. Donc on voit là qu'on traverse toutes ces échelles, le territoire, l'échelle urbaine, l'échelle du quartier jusqu'à l'échelle architecturale, sans que ces échelles-là soient forcément des emboîtements progressifs, mais dans un processus d'aller-retour itératif entre ces différentes échelles. Ensuite, il y a aussi des références contemporaines de cartographie du territoire, et notamment le travail de Jos Grootens, qui est un Hollandais, un graphiste hollandais qui a produit un certain nombre d'atlas qui sont de très belles pièces et qui fabrique à partir de travaux d'architectes, urbanistes ou de géographes, et qui met en forme pour faire ces objets qui ont une grande qualité graphique. Donc il y a son atlas, le Metropolitan World Atlas, donc l'atlas de toutes les grandes métropoles du monde, l'atlas des opérations Vinex, qui sont des opérations de logement en Hollande, et deux très beaux ouvrages sur l'atlas donc de la côte, et de l'histoire de l'évolution de la côte et de la poldérisation de la Hollande, et un autre que j'ai pas mis ici, mais qui est celui sur le tracé des lignes défensives des fortifications de la côte hollandaise, qui est aussi un très très bel ouvrage. Donc on avait comme ça en arrière-plan cette qualité graphique de représentation qui nous intéressait beaucoup. Par rapport à l'expérience d'enseignement et l'articulation avec la photographie, j'avais fait pendant 2 ans avec Emmanuel Pinard un enseignement qui était optionnel, qui s'appelait Analyse de paysage, et qui consistait à cartographier et photographier un fragment de paysage de Marseille. Donc vous avez ici, par exemple, une carte des ouvrages et une planche photographique d'une série de la typologie des ouvrages de franchissement dans un des quartiers de Marseille. Et voilà, d'autres images des travaux produits dans cet enseignement, qui nous a servi à mettre au point le protocole et le dispositif d'articulation entre la carte et la photographie. Ensuite, moi, j'ai moi-même fait un petit travail sur la ville de Nice, où j'ai cherché à arpenter et à parcourir la pliure entre la ville dense, horizontale, et le pied de colline, sur lequel j'ai produit une série de cartes et de photographies qui racontent cette relation entre la ville et la colline. Donc c'était une manière aussi d'expérimenter la relation entre carte et photographie. Et bien sûr, en socle historique, les grandes missions en France photographiques, dont la mission héliographique dans les années 1850 et la mission de la Datar dans les années 80, qui est beaucoup plus
qui a envoyé une douzaine de photographes en France et qui a eu un fort retentissement en France, mais pas seulement en France, aussi aux États-Unis. Donc voilà pour les fondements et la mise en place de ce dispositif. Donc nous, ce qu'on voulait, voilà, c'était explorer le territoire, parce que c'est un territoire qui est passionnant et qui n'était pas encore celui de la métropole Aix-Marseille-Provence. À l'époque, c'était surtout ça, en fait. On a commencé à travailler sur ce territoire avec ce dispositif, et puis est arrivée la candidature de Marseille et son territoire pour la capitale européenne de la culture. Et on voit bien que ce qui avait frappé dans cette candidature, c'est l'aspect pluriel de ces acteurs et de ces communes, donc, qui étaient impliquées dans la dynamique culturelle, et ce qui fait que Marseille a remporté la capitale culturelle contre la candidature de Bordeaux, puisque Gaudin est arrivé en disant, voilà, je suis avec une centaine de communes et on va faire quelque chose ensemble sur l'ensemble du territoire. Donc il y avait aussi l'émergence d'une dimension territoriale qui s'est révélée dans Marseille-Provence 2013. Alors avant de rentrer dans les cartes et dans le travail proprement dit, j'ai souhaité faire ce petit comparatif, donc pour vous montrer, voilà, notre terrain de jeu. Ça va donc de Arles, Salon de Provence, Aix-en-Provence, jusqu'ici à La Ciotat, donc à la frange des Bouches-du-Rhône. On prend le bas des Alpilles, mais on ne prend pas les Alpilles. On capte ici une partie de la Durance, et ensuite Aix, l'étang de Berre, tout le territoire autour de l'étang de Berre, et du golfe de Fos et du golfe de Marseille. Et juste à la même échelle, vous avez Paris, Londres et Barcelone. Donc un territoire assez grand et assez éclaté, avec vous allez voir des particularités physiques qui sont très très prégnantes dans son développement, qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus contraignantes que dans les territoires de développement de Paris ou de Londres. Donc c'est à peu près sur ce cadrage-là, qui est notre cadrage de travail, 130 communes, 4000 km², à peu près 2 millions d'habitants et 800 000 emplois. Mais un territoire éclaté, organisé en plusieurs communautés de communes qui sont assez mal articulées et qui travaillent assez mal ensemble. Dont l'objet était donc l'objet de la métropole Aix-Marseille-Provence et de réorganiser ce mode de fonctionnement. Et donc cet étalement spécifique dans le territoire. Donc on a nos quatre thématiques de travail: le parcours, la cartographie, la photographie et le projet. Et ces 4 thématiques sont organisées dans un dispositif pédagogique dans le département architecture, ville et territoire en cycle master sur 4 semestres. Le semestre 7, donc le premier semestre, je ne sais pas si vous avez les mêmes appellations ici, mais c'est pas très grave, mais c'est le premier semestre de la 4e année du master, donc, avec un séminaire qui est sur la thématique du parcours, avec un séminaire qui s'appelle Itinéraire métropolitain, qui est conduit par Jean-Michel Savigna et Alexandre Field. Le deuxième semestre, qui est le S8, celui que je fais moi en ce moment, qui est donc sur les thématiques de la cartographie, de la photographie, et qui est donc dessiné pour comprendre et image du territoire, je conduis avec Alexandre Field. Et ensuite deux semestres de projet qui s'articulent en 5e année entre le S9 et le S10, qu'on conduit avec Jean-Michel Savigna, qui sont pensés à la métropole et habiter la métropole. Donc en fait, il y a un emboîtement, une progression. Si l'étudiant choisit de faire tout son master dans le département, il aura fait l'ensemble de ces semestres, et il aura d'abord parcouru le territoire, il aura dessiné, photographié, avant de s'inscrire dans une problématique de projet, dans un territoire dont il aura pris connaissance et qu'il aura dessiné avant. Dans l'idéal, parce que bon, comme les trajets des étudiants sont pas toujours linéaires,
Voilà, il y en a qui font un morceau de l'atlas ou qui viennent nous rejoindre en cours de route. Mais voilà l'architecture globale du dispositif. Et je montrerai à la fin de la présentation des travaux comment ça tisse des liens, comment c'est itératif entre ces différents semestres. Donc pour ce qui est du parcours, on travaille avec les gens qui ont mis en place le GR 2013 pour organiser avec les étudiants ces marches métropolitaines, qu'ils aillent, c'est-à-dire que la connaissance du territoire vient de la pratique de la marche et de l'arpentage des sites, avec des sites qui sont itinérants suivant les années, mais où c'est cette pratique-là qui fabrique de la connaissance, quoi. Et qui est une manière aussi de sortir de Marseille, d'aller au contact du terrain et d'être in situ, et de marcher donc avec ces artistes ou avec ces sachants du territoire métropolitain pour le découvrir. Et en fabriquer une connaissance écrite et cartographiée. Donc maintenant on va rentrer dans la question de la cartographie. Donc ça c'est juste pour vous montrer l'architecture des communautés de communes de notre territoire, sachant que là il y a une petite erreur, c'est-à-dire qu'il y en a une ici qui est redécoupée là. Et sachant que ce territoire-là, c'est celui de la nouvelle métropole qui est en train de se mettre en place, telle qu'elle a été votée, sans le territoire de Arles. Donc nous, on a pris Arles parce que, évidemment, le territoire de la métropole s'accroche au delta du Rhône et c'était pas possible de le considérer sans cette perspective qui est donc à l'ouest du département et qui ouvre donc sur ces horizons de lagunes. Donc voilà pour la question de cartographier et photographier. Le dispositif de l'Atlas, il fonctionne sur deux grandes thématiques. Fabriquer des savoirs, fabriquer de la connaissance ou poser des questions. Donc fabriquer de la connaissance, c'est-à-dire c'est, par exemple, voilà, le socle géographique, c'est une donnée qu'on récupère et qu'on met en forme. Mais la connaissance, elle est soit de la mise en forme de données brutes qu'on récupère à partir de données SIG. Donc là, je vais juste être un tout petit peu technique pendant un petit moment. C'est juste voilà, comment on travaille, c'est qu'on récupère des données SIG de l'IGN ou du CRI-SPACA, qui est un organisme qui met en ligne des données avec lesquelles l'école a une convention. Et donc, on télécharge un certain nombre de données qui sont géoréférencées, on les extrait, on les transforme de données SIG en données vectorielles Illustrator, pardon. Et après, on redessine dans Illustrator. Donc, on a des données vectorielles. Et ce qui est très important, c'est qu'on dessine dans Illustrator en géoréférencé en Lambert 93, c'est-à-dire que les dessins qu'on produit, ensuite, ils sont exportables avec du géoréférencement, c'est-à-dire qu'on peut les recombiner les uns avec les autres, et c'est ce qui fait que le travail de stratification de la connaissance cartographique peut se faire, parce que entre les différentes thématiques sur lesquelles travaillent les étudiants, ils peuvent s'échanger des calques. Mais je vais revenir par la suite. Donc, par exemple, un travail de traitement pur des données, de la connaissance, qui est le socle géographique du territoire, avec là, ici le delta du Rhône, et ensuite les différents massifs, les différents grands massifs qui sont situés à l'est du département. Et une question. La question, c'est est-ce qu'on peut penser, comment on pense la question du relief. Et une hypothèse, c'était est-ce que le relief ne serait pas, les archipels fonctionneraient pas, est-ce que les grands massifs ne fonctionneraient pas comme un archipel dans la métropole, l'archipel des massifs. Donc par exemple, cette carte, elle représente cette question. C'est pas une carte de données, mais c'est une carte qui essaye de problématiser une donnée spatiale et morphologique du territoire et d'en fabriquer une image qui fasse qu'on en ait là une perception immédiate, une compréhension immédiate. En même temps, elle pose des questions qui sont aussi fondamentales pour le développement et l'aménagement de ce territoire, c'est qu'il se fait essentiellement entre les grands massifs qui sont protégés. Donc avoir inscrit cette morphologie des massifs dans une carte, ça permet ensuite de travailler sur le reste. Ensuite, il y a la question de l'eau, par exemple.
où là sont représentés ce qui est des cours d'eau naturels en Camargue et ce qui est la captation de l'eau de la Durance pour le développement de l'irrigation gravitaire ou sous pression, ici, dans cette plaine, en allant vers la plaine de la Crau, ou ensuite dans un autre dispositif qui n'est pas représenté ici, mais qui est le dispositif qui va permettre d'irriguer toutes les terres agricoles qui sont entre les massifs ici, et de développer donc une agriculture assez performante dans ce territoire. Et donc, par exemple, ça c'est une carte de connaissance, ça c'est une carte avec une hypothèse qui est comment on représente les bassins versants du territoire métropolitain entre ce qui est le delta du Rhône et ce qui est toute la morphologie de ces fleuves, de ces cours d'eau, qui vient parallèlement presque au littoral, organiser et découper en vallées successives l'interland du territoire au-delà de la côte. Ensuite, on s'est intéressé aussi à la question de l'agriculture en disant, bon, on a les données brutes de toutes les terres agricoles, mais là, ce qui nous intéressait, c'est la question territoire-terroir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est spécifique dans une portion du territoire pour qu'une agriculture ou des cultures de qualité se développent. Et donc là, on a, par exemple, la vallée de l'Arc, ici, et on voit bien que toute l'organisation de l'agriculture dans cette vallée se fait sur les affluents de ce cours d'eau. Donc en fait, ça spatialise d'une certaine manière l'inscription territoriale de ces différentes modes de culture. Ici, on a le foin de Crau. Donc le foin de Crau, c'est un foin AOC qui est vendu au Japon, qui est donc une forte valeur ajoutée et qui fait de cette plaine une plaine avec une valeur du sol qui est vraiment particulière. Et ensuite, il y a tous les modes de culture qui s'organisent sur les collines. C'est pour ça qu'en fait, ne sont représentés que les attributs ou que les éléments de contexte géographique qui induisent un type de culture. Donc c'est déjà une carte qui fait la synthèse entre différents types d'informations pour raconter une donnée spécifique de la culture du territoire. Ça, c'est une carte qui représente l'ensemble des activités de loisirs sur le littoral. Donc, et c'est une carte qui questionne quelle est l'épaisseur du territoire littoral. Donc vous avez la ligne de côte ici, qui dessine le rapport avec la Méditerranée, et ensuite le littoral spécifique de l'étang de Berre, puisqu'on a considéré que c'était aussi un espace littoral. Et en rouge, ce qui fabrique l'épaisseur de cette frange-là, c'est la première route, la route la plus proche du littoral, que l'on peut suivre pour le longer. Donc on voit soit elle passe derrière des massifs, soit elle est le long de la côte, soit elle rentre à l'intérieur. Et elle fabrique donc une épaisseur de littoral. Dans cette épaisseur-là, on retrouve des activités de loisirs, des ports de plaisance, des clubs nautiques, des promenades dans les sites collinaires, des zones de pêche protégées. Enfin voilà, il y a tout un usage et une activité de loisirs qui se développe sur ce littoral, sachant qu'il est d'une accessibilité assez difficile. C'est-à-dire, il y a, le territoire de Marseille-Provence entretient une relation à son littoral qui n'est pas celle de la Côte d'Azur. Par exemple, on n'a pas une accessibilité directe et en façade frontale avec la mer, mais c'est beaucoup plus complexe entre les territoires industriels et les sites où la topographie est elle aussi une contrainte assez importante. Et donc avec ce travail cartographique s'organise une lecture photographique du territoire. Donc les étudiants qui sont en groupe de 2 ou 3 fabriquent une carte, questionnent mentalement ce territoire en 2 dimensions, et à la moitié du semestre, donc au bout de 2 mois, on les envoie en mission photographique dans le territoire pour faire des photos, et en fait ils ont en arrière-plan la fabrique d'un paysage qu'ils ont dessiné, d'un territoire qu'ils ont dessiné, cette connaissance théorique
et abstraite qui est confrontée à la réalité du terrain, et c'est ça qui nous intéresse. Donc on met avec eux en place un protocole assez précis de prise de vue. Là, je vous montre quelques images, mais sur le site, vous pouvez voir d'autres séries photographiques. Et on fait donc un travail d'editing, donc de sélection des photographies, pour pouvoir vraiment dégager une lecture photographique spécifique qui est instrumentée par le travail cartographique. Donc ça, par exemple, c'est la série sur les massifs. Et on voit bien, si vous vous souvenez de la carte de l'archipel des massifs, on voit bien que cette série photographique est en résonance très forte avec la carte qui indiquait ces massifs comme des îles. Vous voyez ici comment la résonance et la proximité qui est entre cette idée cartographiée et la nature de ce que sont allés chercher ces étudiants dans le travail photographique. Et puis bon, il y a d'autres aspects, par exemple l'eau canalisée ou les aspects d'agriculture, et notamment là on travaille sur la question de l'agriculture périurbaine avec, on voit ici des emboîtements entre des parcelles agricoles, de l'habitat individuel et des activités. Ensuite, bon, on a le territoire des réseaux, les transports, donc ça c'est la carte de la desserte de la métropole par les voies de chemin de fer. On voit que la plupart des infrastructures contournent les grands massifs, évidemment, ou contournent l'étang de Berre, et que la grande question qui est posée à l'aménagement et à l'accessibilité au territoire, c'est de d'offrir des compléments de transport par le réseau ferré. Et ce qui nous intéressait, c'était donc de faire un diagnostic de l'état de ce réseau ferré et de voir quelles étaient les gares qui avaient été abandonnées et comment on pouvait réouvrir ces gares pour redesservir des zones grises de la métropole, des zones qui n'étaient plus desservies par le réseau ferré ou qui n'étaient pas dans cette dynamique. Et on les voit ici, c'est-à-dire qu'en fait, là, les petits ronds avec une croix, c'est des gares qui ont été fermées et que nous, dans la démarche qu'on a dans le département, on propose de réouvrir et qui sont aussi des enjeux de projet pour faire du projet urbain avec les étudiants en 5e année. Et ça, je vais y revenir par la suite. Donc c'est aussi, par exemple, quelle est la nature du tissu ou des grands équipements métropolitains, comme des grappes qui viennent s'accrocher sur le réseau ferré et sur les gares. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les zones de desserte dans des espaces de proximité, mais c'est aussi voilà, une morphologie urbaine qui est accrochée sur les systèmes de transport en commun. Et on voit que si on redéveloppait et réinjectait du cadencement, si on réouvrait des gares dans le territoire de la métropole, on arriverait à desservir beaucoup mieux l'ensemble de ce tissu d'habitat. Donc voilà, une série photographique qui montre encore une fois les grands systèmes de transport de la métropole. D'autres séries, donc ça c'était une série sur les voies de chemin de fer. Ensuite, il y a après la boîte des transports, il y a celle de l'habité et des différents modes d'habiter. Donc là, ici, vous avez la tâche urbaine dans le territoire de la métropole, qu'on a regardé un peu à la hollandaise en faisant des tableaux comme ça comparatifs de la commune la plus dense à la commune la moins dense, avec une gradation comme ça dans l'intensité de l'orange. Et après, on a regardé les formes d'habitat. Donc, on a fait, par exemple, la carte des grands ensembles. Donc, ici, vous avez, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais les taches rouges sont les emprises foncières des grands ensembles, à l'intérieur desquels vous avez la typologie la forme et la typologie de ces différents modes d'habitat. Mais je vais revenir sur la carte. Donc, on a renseigné ça à partir d'un travail qui a été fait par un architecte historien qui s'appelle Durousseau, qui a produit un inventaire assez précis pour la ville de Marseille, qu'on a étendu à Aix-en-Provence, Vitrolles, Marignane, Martigues, et ensuite voilà le tour des communes, les communes qui sont autour de l'étang de Berre, et où ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit que en orange, vous avez la tâche urbaine après-guerre, et on voit bien que les grands ensembles donc, sont à l'extérieur de cette tâche urbaine et qu'ensuite ils seront
englobés dans le futur développement de cette tâche urbaine qu'on voit ici en rose clair. Je ne sais pas si on voit en rose clair. Donc on voit qu'ils sont situés dans cet entre-deux du développement de l'emprise bâtie. Donc voilà, ce travail de catégorie, qui est aussi un travail graphique assez amusant. Et on s'intéresse beaucoup à la question du périurbain. Parce qu'il y a quand même un changement qui s'est opéré ces dernières années, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus le périurbain en disant ah là là, c'est pas bien. On dit bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas bien, c'est pas urbain, mais en même temps il est ce qu'il est, ce territoire, il faut le prendre comme il est, et essayons d'en faire un territoire de projet, essayons de réfléchir à la manière dont il fonctionne, à la fois en termes d'accessibilité, en termes de mode de vie, et d'essayer de comprendre ces mécanismes et son fonctionnement, pour voir comment on peut agir, pas seulement sur la forme, mais aussi sur peut-être des polarités, peut-être à partir des systèmes de transport, de repenser ce territoire d'entre-deux, entre les villes denses et les massifs. Donc au bout de 2 ou 3 tentatives, parce que c'est pas une question facile, on est enfin arrivé à une carte l'année dernière qui représente donc cette tâche. Vous avez ici en brun l'habitat. En violet, vous avez une zone d'habitat dense qui est autour des centres villageois que vous avez en rouge. Je ne sais pas si on les voit. Vous avez les centres villageois préexistants. Vous avez une première couronne un petit peu plus dense et ensuite l'étalement qui est en marron et les zones bleues qui sont des zones d'activité ou industrielles. Et donc ça montre que le périurbain déjà il est composé de plusieurs choses et on a sorti de cette tâche les centres urbains denses, donc Marseille, Aix, Aubagne, La Ciotat, Vitrolles, Marignane et ainsi de suite, pour n'avoir que cette emprise-là. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de la questionner au regard, par exemple, de l'agriculture ou d'autres éléments de la composante de ce territoire. Donc ça, c'était une carte qui date d'il y a quelques années, au moment où on n'arrivait pas à dessiner cette tâche, donc elle était grise, mais où on essayait de questionner le rapport avec la tâche urbaine et le périurbain et l'agriculture périurbaine, que vous avez ici en vert, et qui pose des questions sur l'imbrication et l'emboîtement de ces deux différentes données, sur lesquelles on continue à travailler. Donc le travail photographique explore cette dimension de l'habitat périurbain, avec ces codes de la métropole qui vont aller jusqu'au plus profond des territoires métropolitains. Et vous voyez ici le rapport spécifique et très très fort qu'entretient cet habitat avec les grandes composantes du relief du territoire métropolitain. Voilà une image, une autre série photographique qui montre les différents type d'habitat qu'on retrouve dans ce périurbain et la relation très très forte qu'il y a au paysage, qui soit le paysage jardiné, fabriqué par ce mode d'habitat, ou du paysage qui est celui des grands massifs qui encadrent cet espace. Alors on questionne aussi les activités économiques et industrielles, leur grand bassin de développement. Donc vous avez ici l'ancien territoire des mines de Gardanne, par exemple, le territoire industriel du port de Fos-sur-Mer, le territoire arrière-portuaire de Marseille, tout ce qui est lié à l'activité autour de l'aéroport de Vitrolles-Marignane, ce qui est lié à un autre site pétrochimique à Berlétan, et ainsi de suite. Et en jaune, les lignes à haute tension, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur les lieux de production et les lieux de transport de l'énergie. On représente aussi les lignes à haute tension et les oléoducs. Donc ici, vous avez oléoducs, gazoducs, qui sont liés à la pétrochimie, qui traversent l'étang de Berre et qui remontent dans des sites de stockage préventif en cas de conflit. Voilà, il y a une réserve de pétrole dans des anciennes mines de sel à Manosque, dans le département au-dessus, dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc ce qui est la marque de ce tracé donc, de transport de l'énergie.
On a aussi travaillé sur les polarités culturelles et touristiques. Donc là, c'est difficile de marquer, de faire émerger un bâtiment, un musée ou un centre culturel. Donc c'est la toponymie qui vient et la densité des dénominations de ces lieux culturels qui vient raconter la pluralité et le nombre d'espaces culturels ou des lieux de la culture dans ce territoire. Et on essaye aussi, alors bon, ça c'est pas du tout scientifique, c'est fait complètement à vue de nez, quoi, de raconter les grandes polarités de la métropole en termes de habitants, économie, grands sites industriels ou grands sites culturels ou universitaires. Donc ça, c'est des données qu'il faudrait qu'on retraite avec des vraies données chiffrées pour pouvoir redimensionner ces cercles de polarité, mais elles sont quand même indicatives de ce qui se passe dans le territoire métropolitain. On voit bien qu'on n'est pas dans un système radioconcentrique, mais qu'on est vraiment dans un système pluricentrique ou fragmentaire qui s'organise donc et qui induit beaucoup de déplacements au travers de ce territoire. Donc voilà, un certain nombre d'images qui montrent le rapport de l'énergie au paysage et les grands lieux emblématiques de la métropole. Une fois qu'on a posé cette connaissance, enfin, on est en train de la faire, c'est-à-dire que la nouvelle méthode, les nouveaux outils informatiques nous permettent donc d'échanger des calques de cartes entre les groupes d'étudiants, mais aussi de mettre cette connaissance à disposition de l'atelier de projet pour la 5e année. Et donc, elles nous permettent aussi cette réflexion d'identifier des secteurs à enjeu de projet et ensuite de travailler la question du projet urbain sur ces secteurs spécifiques. Donc là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des grandes thématiques de projets qui s'inscrivent à la suite de cette fabrication de la connaissance du territoire. Donc par exemple, une question qu'on avait posée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un système de parc métropolitain ? En dehors de la question des massifs, c'est une question qui est assez complexe, mais on essaye de la travailler avec des outils de projet. Donc là, c'est un travail qui ne dessine que les massifs qui sont à proximité du littoral, par exemple, en faisant abstraction de ceux qui sont ici dans l'arrière-plan, pour essayer de définir un espace de projet sur cette question des parcs. Et notamment sur un système de parc qui se développerait ici à l'ouest de l'étang de Berre et qui serait la mise en réseau donc des parcs existants. Donc voilà, ça c'est un travail de diplôme d'une étudiante d'il y a 2 ans qui travaille sur la ville de Istres ici, entre ce parc collinaire ici, ces étangs préexistants, et ce qu'on appelle ici le parc des étangs, qui est un certain nombre de petits étangs dont certains étaient utilisés pour la production de sel, et qui viennent se loger dans un système collinaire assez fin sur la rive ouest de l'étang de Berre. Et donc, on rentre ensuite dans l'échelle du projet urbain. Vous avez ici le centre-ville de Istres et la problématique de 2 gares. Et donc, on rejoint là l'aspect de la mise en place d'une trame paysagère et de la reconversion et la réouverture de ces gares pour desservir autrement cette ville. On voit qu'il y en a une qui est très proche du centre. On voit qu'il y a une ancienne gare abandonnée qui est ici au sud de la commune et qui permettrait d'être l'entrée nord dans ce parc des étangs. Et donc ça donne lieu à un travail de projet assez classique autour de la gare avec une opération de densification de l'habitat et de mise en place d'équipements en frange de ce parc des étangs. Ensuite, on a travaillé sur une question, on s'est rendu compte que, ça c'est une idée de Jean-Michel Savignat, tous les grands sites industriels et économiques, ils sont sur une ligne est-ouest qui traverse comme ça au nord du golfe de Fos, au sud de l'étang de Berre, et ici en allant vers la vallée de l'Arc. D'est en ouest, une ligne active, donc qui a accroché l'ensemble des secteurs économiques et industriels, enfin des grandes emprises. Donc, là encore, un travail d'analyse des composantes de ce territoire linéaire. Le fait qu'on a émis l'hypothèse qu'on pouvait reconnecter des lignes de chemin de fer existantes, on s'est rendu compte qu'il manquait un tout petit morceau ici pour pouvoir construire une grande transversale est-ouest
avec une ligne de chemin de fer qui rejoindrait Martigues à Brignoles, enfin après en allant au-delà du département des Bouches-du-Rhône vers le département du Var, à l'est, et qu'à un moment donné on pouvait remailler ce système de transport métropolitain. Donc là le plan le dessine un peu comme une ligne de métro, et qui est le point de départ d'un enjeu de projet pour fabriquer des connexions autour des gares. Donc ici c'est un projet à côté de l'aéroport de Marignane, un téléphérique urbain qui vient accrocher à l'aéroport, une gare ici, qui passe, la voie de chemin de fer passe ici, et ensuite on accroche Vitrolles et on monte sur le plateau de l'Arbois. Donc voilà comment la connaissance, les thématiques montent et ensuite sont des enjeux de projet, et ensuite la zone industrielle qui est située juste à côté, avec des hypothèses de densification et de redécoupage et de réorganisation de la zone industrielle. D'autres problématiques de transport, ici c'est la grande zone commerciale de plan de campagne qui a été pendant longtemps la plus grande zone commerciale d'Europe, qui est une des seules à autoriser à ouvrir le dimanche. Et comme tout le monde y va en voiture, l'hypothèse c'est et si on y allait en train. Et comme il y a la voie de chemin de fer qui vient ici tangenter l'autoroute et la zone commerciale, c'était une hypothèse de projet de fabriquer une gare, d'interconnecter avec la gare de chemin de fer avec une gare autoroutière, puisque maintenant on a des dispositifs où les bus qui peuvent passer sur des voies réservées sur les autoroutes pourraient s'arrêter, et à un moment donné il y aurait donc une gare autoroutière, que ces deux gares-là, ces deux systèmes de transport pourraient se retrouver ici, et par un travail sur les espaces publics, ensuite aller irriguer l'ensemble de cette emprise commerciale, et donc qui offrirait une alternative au déplacement tout automobile, qui est le seul mode actuel qu'on a pour aller dans cette zone, avec des hypothèses de densification. Ensuite, on a travaillé sur... il y avait une hypothèse de la ville linéaire, mais c'était une boutade. C'était surtout comment, suivant quels axes, on pourrait densifier la métropole sur elle-même, sans aller consommer du territoire à l'extérieur des zones urbaines, des zones déjà urbanisées, avec des projets qui travaillent sur ces hypothèses de densification et de terminer les villes qui... sont, là ici on est à Marignane, donc sous l'aéroport, des villes qui sont autour de leur centre, envahies par des chapelets de lotissements, de grands ensembles, donc des pratiques sectorielles. Et comment on termine ces formes qui ne sont pas terminées, on le voit ici, hein, c'est une ville non dessinée, non achevée, et qui serait à la fois donc, de terminer le dessin de cette ville, d'offrir des hypothèses d'habitat et de densification multiples, et de reconnecter les grands espaces naturels et donc des thématiques de paysages et de parcs avec ce tissu urbain. Voilà, d'autres hypothèses qui sont plutôt franges d'une ville, un peu dans la même problématique périphérie de lotissement, face à l'agriculture, où là c'est un projet qui travaille sur comment on peut fabriquer une interface entre l'habitat et l'agriculture. On a travaillé autour du territoire de l'étang de Berre, avec des problématiques de paysage, donc comment on dessine et on reconnaît les composantes et les franges de ce territoire, comment sont constituées les franges de l'étang, avec une hypothèse qui était la route de l'étang. Donc on fait le tour de l'étang avec une route paysagère qui vient attraper différents lieux dans ce territoire de l'étang, et qui, à un moment donné, support de projet et de reconnexion des villes qui tournent le dos à l'étang, parce que comme c'est une zone qui est fortement marquée par les emprises industrielles, là, c'est une recomposition et requalification des franges et reconnexion des villages qui sont autour de l'étang, avec un système de trame paysagère et d'espace public. Une autre hypothèse sur la question des transports, c'est entre Arles et Marseille, un canal qui avait été tracé donc, pour le transport de marchandises, avec l'ancien tunnel du Rove ici qui s'est écroulé, je crois, dans les années 60 ou 70, je ne me rappelle plus très bien, mais qui reste présent sur tout ce parcours-là,
et qui serait un support de projet à une autre mobilité, c'est-à-dire à du bateau-bus, quoi. Donc voilà, cette étudiante a produit le projet de cette ligne de bateau-bus qui vient ici accrocher le territoire industriel de Fos-sur-Mer, le chenal de Caronte, c'est-à-dire le passage entre l'étang de Berre et le golfe de Fos, et ensuite retrouver cette plaine agricole en dessous qui est située entre l'aéroport et le site collinaire. Et donc cette hypothèse de transport par bateau vient ici s'accrocher sur des lieux spécifiques de ce territoire et met en place des dispositifs de projet, et l'occasion de fabriquer du projet urbain et de la densification à l'intérieur même donc, de ces sites qui sont aujourd'hui des délaissés industriels. Et donc là, je vais juste vous montrer autour de cette gare-là la recomposition, le travail de redensification qui se fait sur des délaissés et sur une cité. Donc on a, à partir de la gare, la création d'un grand axe d'espace public, d'espace piéton, une grande allée qui vient accrocher d'autres dispositifs d'espace public qualifiés par des équipements et qui est donc une occasion de densifier et de recomposer ces quartiers. Alors là, je vous ai montré ça d'une manière un peu linéaire, mais ce que je voulais, pour terminer, il est 2h moins 2. Pour terminer, je voulais vous montrer comment, puisque là, comme ça fait plusieurs années qu'on fait ça, on commence à avoir des étudiants qui ont fait tout le parcours. Et sur un cas spécifique, je vais vous montrer comment un groupe d'étudiants a pu travailler sur des mêmes thématiques, mais au travers des différents semestres. Donc là, il manque... Non, c'est ça. C'était dans le séminaire sur les parcours, donc les promenades urbaines. C'est un groupe qui s'était promené dans les grands ensembles, dans les quartiers nord de Marseille. Donc là, vous avez 2 extraits de leur travail de restitution des cartes de ces marches-là, à partir d'un certain point dans ce territoire-là. Donc elles ont fabriqué un parcours qui relie différents points du territoire, d'un point de départ à un point d'arrivée. Je ne rentre pas dans le détail du parcours. L'année suivante, un autre groupe, pas forcément le même, mais le semestre suivant a dessiné le territoire des grands ensembles à l'échelle de la métropole. Donc là, vous avez les quartiers nord à Marseille, ils sont là. Vous avez en rouge l'emprise des grands ensembles. Ils ont fait le travail photographique de fabriquer des images sur ces éléments-là. Et cette année, en 5e année, on a un accord de partenariat avec la mission préfectorale à la définition de la métropole Aix-Marseille-Provence pour travailler sur ces territoires-là. Et donc, on fait du projet urbain sur les grands ensembles. Donc, on retrouve ici la carte qui définit le cadrage du travail de projet dans les quartiers nord de Marseille et qui rentre dans le détail de la manière dont se distribuent et s'inscrivent ces grands ensembles dans le territoire des quartiers nord de Marseille, avec la relation à la topographie, la relation à l'hydrographie, les grands vallons et le canal de Marseille qui vient ici glisser dans les collines comme un grand belvédère linéaire. Et ensuite, donc, ce groupe-là a travaillé sur la constitution de ce territoire, la relation des grands ensembles au système de transport et aux préexistences bâties qu'il y avait donc dans ce cadrage-là, jusqu'à faire l'hypothèse, en travaillant sur l'hypothèse de la carte de Lucifer, comme travaille Seki Vigano. Là, c'était approprié, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces territoires, c'est la succession d'une multitude d'enclaves plus ou moins accessibles, mais qui fragmentent fortement ce territoire. Et donc, c'était une manière de représenter cette fragmentation. Finalement, les grandes lignes de transport qui relient les éléments entre eux sont aussi des lignes de fractionnement à l'intérieur du territoire et qui fabriquent donc des enclaves et qui isolent donc ces différents ensembles de logements. Donc, vous avez les grandes enclaves en blanc et en gris, ici, l'ensemble de toutes les emprises foncières des grands ensembles du quartier nord de Marseille. Avec des premières hypothèses de projet, donc ça date du mois de janvier dernier, c'était le rendu du semestre précédent, sur l'inscription de trames perméables à l'intérieur d'un territoire sectorisé.
comment ces territoires pourraient devenir des territoires traversants alors qu'ils sont aujourd'hui qu'une addition à une succession d'enclaves. Voilà. Et pour terminer, les actions qu'on mène avec l'Atlas métropolitain sont multiples. Donc on fait des promenades avec le CAUE des Bouches-du-Rhône qui a mis en place un dispositif de promenade sur tout le périmètre du GR 2013. Donc on a participé à certaines de ces promenades et on a montré les travaux des étudiants aux gens qui participaient à ces promenades. Voilà, une petite image. On a fait un workshop en juillet dans le cadre des opérations campus et dans les actions de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013. Donc où on a accueilli une soixantaine d'étudiants des écoles italiennes, espagnoles et de Beyrouth aussi, et où on a travaillé sur des problématiques qu'on avait mises en place avec l'Atlas. Donc voilà, ici un petit clin d'œil à l'Atlas dans l'arrière-plan. Et donc a donné lieu à la production de 4 projets par équipe. Non, 8 projets sur 4 sites. On a aussi exposé le travail cartographique. Donc ça, c'était les ateliers d'été du CAUE. Enfin, ou la convention annuelle des CAUE qui avait lieu à Marseille en septembre. Donc les cartes qu'on avait produites ont été exposées lors de cette manifestation. Et on participe à des conférences, débats sur les questions de la mise en place de la future métropole ex-Marseille-Provence. Là, c'était au syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le cadre des conférences de la mission métropole. C'était en 2012. On a présenté donc ce travail de connaissance cartographique, parce que, en fait, on est les seuls à avoir produit des cartes sur ces cadrages-là. Parce que les communautés de communes, vous avez vu la carte tout à l'heure, la communauté de communes Marseille produit des cartes sur son territoire, celle de Aix produit des cartes sur son territoire, mais personne ne produisait la connaissance du territoire à l'échelle, pas du département, mais presque. Donc on a cette chance de pouvoir participer à cette aventure, et on prépare, donc ça c'est un petit livret que j'avais fait pour le workshop, mais on prépare une publication de ces travaux pour la fin de l'année. Si tout va bien, on a une convention donc avec la mission métropole et avec MPM, la communauté de communes de Marseille. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, il y a déjà une question. Oui. Moi, je pense. Voilà, donc merci beaucoup pour cette conférence qui était particulièrement intéressante et surtout qui montre bien l'articulation entre la cartographie, la représentation graphique et la réflexion. C'est parce que généralement, et spécialement dans les écoles d'architecture, on isole un petit peu les deux, et c'est bien de montrer que parfois la cartographie amène la réflexion et c'est pas simplement un outil de représentation. Ouais, voilà, nous, on s'amuse beaucoup avec nous, d'abord, on est passionné par cette question, et donc avec Alexandre et puis Jean-Michel et l'ensemble des gens qui travaillent avec nous, on est passionné par cette question-là. Mais c'est vrai que la cartographie fait émerger des questionnements, et c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est pas juste en soi une représentation cartographique, c'est un outil. C'est pour ça que c'est pas forcément des données non plus scientifiques. C'est-à-dire que nos cartes n'ont pas valeur à être des représentations exhaustives sur une thématique ou scientifiquement juste d'une question, mais ce qui nous intéresse, c'est de poser des questions avec, et d'émettre des hypothèses et de les dessiner et d'y réfléchir avec les étudiants. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, que nous on leur pose des questions, et qu'ensuite le travail cartographique, du coup, c'est pas un travail de projet, mais c'est comme un travail de projet, parce que on élabore, on réfléchit aux questions et aux hypothèses, on définit les critères de ces hypothèses, parce que ce qu'on représente sur la carte, il faut qu'il y ait une légende qui aille avec. Et si la légende ne fonctionne pas, la carte ne marche pas. Donc déjà, fabriquer l'appareil de légende,
c'est déjà une manière de trier et de définir les objets qu'on regarde. Donc par exemple cette année, après avoir fait les grands ensembles, on fait lotissement. Donc c'est quoi un lotissement? Comment on le définit par rapport à l'évolution des lois, par rapport à la forme urbaine, et qu'est-ce qu'on fait rentrer dans cette catégorie? Parce qu'après on ouvre la carte, et puis bon, évidemment il y en a partout. Donc on fabrique, on réfléchit, on fabrique des typologies, donc c'est à la fois un instrument de réflexion, mais aussi de spatialisation et un moment donné morphologique, de poser ces informations sur le territoire. Et une chose que j'ai pas dit, mais qui nous semble particulièrement importante, c'est que on dessine comme des architectes, c'est-à-dire qu'on dessine les objets dans leur taille réelle, sans déformation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit pas le bâti, parce que c'est très très loin. Enfin, on dessine au 100 millième. Mais les outils informatiques permettent de descendre à l'échelle du bâti et de la parcelle. C'est comme ça qu'on peut faire le territoire des grands ensembles, parce qu'avec les outils qu'on a maintenant, les étudiants dessinent avec les couches de calque vectorielles, mais ils ont aussi géoportail à côté et ils peuvent regarder la photo aérienne avec le cadastre en transparence et vérifier, faire l'aller-retour entre cette lecture-là photographique et où on voit vraiment les composantes fines de la morphologie et les données numériques brutes qui sont parfois à corriger. Alors j'aurais 3 points. Qui concernent surtout les échelles de représentation, en fait. Parce que, surtout en travaillant avec Jean-Michel Savignat, il y a un petit peu une référence qui n'est pas citée, celle de Bruno Fortier avec l'Atlas de Paris, alors qui est peut-être plus historique. Enfin, je ne sais pas, ça a été certainement aussi une référence qui a été présente ou qui a été écartée volontairement. Ça, c'était une première question, hein, justement, comment vous vous situez par rapport à ce travail-là de Bruno Fortier. Et puis, la relation, justement, avec la grande échelle, parce qu'on imagine qu'à Paris, on ferait ce travail-là, il y aurait l'IORIF, la région Île-de-France, qui a fait des projets. Quel est votre, si c'est pas la gamme, l'agence de Marseille, d'urbanisme de Marseille, quelle agence pourrait prendre en relais justement pour rendre opérationnel? Alors, nous, on a fait un petit. Et puis j'ai une troisième question. Oui, vas-y, j'écoute. Alors la troisième question, c'est que pour moi, Marseille, la particularité de Marseille, c'est justement la présence de nature au cœur de la ville. Même Notre-Dame de la Garde est située sur un rocher. On a la nature brute, ce qui n'existe rarement dans une autre ville du monde. Et je trouvais que quand on fait cette confrontation de la nature, l'interaction entre périurbain et agriculture, c'est intéressant. Mais il y a aussi au cœur de la ville, il y a un effet de loupe qui est tout à fait. Vous êtes en train de le faire. Alors, je ne sais pas si je prends les questions dans l'ordre, mais on va commencer par celle-là. La question de la nature en ville. D'abord, les systèmes, les différents types de nature et les différents systèmes de culture, de nature cultivée, jardinée du territoire sont assez complexes. Et donc, on a fait l'équarrissage. On a commencé par ceux qui nous semblaient le plus évidents. Mais la question de la nature en ville, elle nous a été posée directement par la mission de la métropole. Et ça fait plusieurs années qu'on essaye de la représenter, mais c'est difficile. On est en train d'essayer de dessiner la nature qui est comprise entre les massifs et les centres urbains denses. Parce qu'en fait, on a quand même plusieurs strates et types de morphologie urbaine et métropolitaine. Donc il y a les centres anciens constitués, il y a le périurbain, et ensuite on est dans les espaces naturels. Je schématise, mais donc on travaille sur cet entre-deux parce que sinon c'est trop grand. Et donc on essaye en ce moment de dessiner pas seulement l'agriculture périurbaine, c'est-à-dire celle qui est en confront avec le périurbain, mais le type de nature qu'il y a dans le périurbain entre la nature jardinée, donc la végétation exogène, celle qui est produite par les jardins privés et tous les dispositifs paysagers artificiels qui accompagnent les équipements publics, le bâti d'activité ou commercial, donc tout ce qui est artificiel et ce qui reste de végétation naturelle. En ce moment, on essaye de représenter ça. Mais je dis on essaye parce qu'on se rend compte que, par exemple, pour dessiner le périurbain, il nous a fallu 3 ans.
Parce qu'on avait des hypothèses qui n'étaient pas bonnes, on avait peut-être des groupes avec des gens qui n'arrivaient pas à très bien manipuler les choses. Voilà, donc il y a un certain nombre de facteurs, il y a un certain nombre de paramètres qui font que il y a des choses on n'y arrive pas du premier coup. Dessiner le système de canalisation sous pression du canal de Provence, ça nous a pris aussi 2 ans. Je ne l'ai pas montré cette carte-là, mais maintenant on a la carte de l'eau sous pression, on peut mettre dessus l'agriculture et on voit exactement la superposition entre le réseau d'irrigation de l'eau sous pression et les cultures. Donc ça, par exemple, ça fabrique des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et on peut le localiser dans le périurbain, et du coup, on peut reposer des questions sur comment on pense la relation entre l'habitat périurbain et l'agriculture périurbaine. Ça, on est en train de le faire cette année aussi. Donc il y a des questions qui sont toujours ouvertes, parce que parce que c'est un territoire immense, et que quand on décide de prendre une strate et de la dessiner, il faut faire ce travail de synthèse et de redessin qui est assez lent. Et si c'est quelque chose qui est très dispersé, c'est encore plus lent. Les grands ensembles, finalement, c'était assez facile parce qu'il y en a moins. Mais là, on fait le lotissement, c'est assez laborieux. Alors la question du cadrage et des périmètres de compétences. On a fait exprès de ne pas être dans un périmètre de compétences. On a vraiment fait exprès pour pas être dans le département et pour pas être dans les communautés de communes. Parce qu'on ne voulait pas être capté, on ne voulait pas être associé à un mode de gouvernance ou un opérateur, on voulait être libre. Donc on est légèrement en dessous du département, il nous manque le nord du département, pour pas qu'on nous associe au CAE, le CAE est notre partenaire, mais ils nous ont dit mais pourquoi vous n'allez pas au nord et comme ça on aurait tout, nous on dit non, on veut pas. Ensuite, il y a une question de cadrage d'échelle. On voulait que notre carte, elle rentre dans une carte IGN dépliable au 100 millième, donc on n'a pas le nord. Et on ne voulait pas être sur des domaines de compétences. On voulait être plus large que les communautés de communes. On voulait être plus large que la gamme. On voulait être plus large que le pays d'Aix. On voulait être trans, voilà. On ne voulait pas être capté par personne. Donc ça, c'est pour avoir notre liberté de réflexion. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est presque sur le territoire de la mission de la métropolitaine et que c'est la métropole Aix-Marseille-Provence qui se met en place, qui va faire fusionner les agences d'urbanisme. Et à un moment donné, nous, on a un contrat avec eux pour leur donner les cartes, c'est-à-dire que pour que ça soit en open data et qu'ensuite, eux, ils puissent qu'on puisse à un moment donné trouver sur un serveur les données que nous on a fabriquées, qu'elles soient téléchargeables. Et la première question, c'est pas une volonté d'oublier l'Atlas de Fortier, mais je dirais que c'est plus lié à une question morphologique ou typomorphologique urbaine qui était peut-être moins à l'échelle qu'on a abordée nous. C'est pour ça que j'ai montré des atlas qui étaient plus... Pourquoi en Hollande? C'est pas un hasard s'ils sont en Hollande, parce que la Hollande c'est une structure urbaine à l'échelle du pays quasiment, quoi. C'est un peu comme l'hyperville en Suisse, quoi. Donc voilà, pour nous c'est la fabrique de leur outil cartographique est en relation avec la manière dont s'est constitué leur territoire. Enfin, j'en suis persuadé, c'est pas un hasard si ça se fait comme ça en Hollande, et si Corboz il a écrit ce qu'il a écrit sur la Suisse, donc nous, je sais pas quelle est notre spécificité encore, mais en tout cas, je connais le travail de l'Atlas de Fortier, ça fait partie de mes références, mais c'était pas l'échelle et la nature de ce qu'on pouvait directement relier au travail qu'on faisait, quoi. Voilà. Merci beaucoup aussi pour cette présentation. Moi, il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées, que j'aurais aimé poser, mais moi, c'est plus sur la dimension partagée de l'Atlas, parce qu'au fond, l'Atlas, c'est effectivement ce lieu qui est partagé dans le cadre de cette fabrique de l'enseignement. Mais en fait, on voit très bien, à travers tout votre travail, c'est la manière dont vous faites toutes les explorations cartographiques que tu as citées, que ce soit évidemment le travail de Paola Vigano, que ce soit le travail de Prost, que ce soit le travail effectivement, toutes les références que tu as pu citer, comment ça s'articule et comment ça se nourrit, au fond, comment ça se répond, ça rentre en résonance. Et on voit qu'au fond, évidemment, le fait de solliciter
les cartes très très fines, et aussi parfois pas que des cartes de données, mais des cartes hypothèses de Vigano, comment ça peut se prolonger sur d'autres territoires, et aussi tester. Du coup, ça devient un terrain qui prolonge les hypothèses qui ont été émises, par exemple, sur Salento ou sur d'autres lieux. La question du cadrage aussi, c'est très très important, parce que elle était beaucoup aussi théorisée par eux sur le décadrage, comment on regarde les territoires périurbains. On comprend très bien aussi le temps de fabrique, effectivement, cette question du périurbain, comment le représenter, parce que quand même pendant des années, on a refusé de le regarder, de regarder les vides, et de dessiner ces vides, qualifier ces vides, et admettre qu'ils peuvent avoir de la qualité. C'est vrai que ça suppose aussi un changement de regard et un changement de mode de représentation. Et moi, c'est plus une question par rapport à l'usage de la photographie laquelle je voulais t'interroger, parce que c'est que là, on voit effectivement un travail photographique qui est peut-être plus effectivement dans la tradition de Datar, en fait, d'émission de Datar, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la fixation, de l'idée de fixer à un moment donné des vues de paysages. Comment en fait ce travail-là de photographie rentre en traduction de la carte? Comment est-ce qu'on se sert de la photographie pour retraduire ce qu'on voit à l'horizontale en carte? On le voit très très bien, par exemple, effectivement, sur l'exemple que tu montrais sur les massifs, on voit ce passage, on va dire, direct entre l'observation horizontale et l'observation zénitale. Mais est-ce que c'est... Bon, je sais qu'on n'a certainement pas tout vu, mais est-ce qu'il y a un travail qui... Là, alors, j'ai oublié de dire plusieurs choses sur le travail photographique, et c'est vrai que là, on voit plus la dimension cartographique. La photographie, c'est aussi un alibi, c'est aussi un prétexte pour obliger les étudiants à aller dans le territoire. Ça, j'ai oublié de le dire, mais en fait, il y a la question des marches, quoi. Mais il y a aussi, à un moment donné, ils dessinent une carte, on leur dit maintenant, vous allez voir, quoi. Vous allez voir ce que c'est le paysage mental, ce que vous avez dessiné, ce que vous connaissez dans le dessin, allez voir sur place. Mais le fait de leur faire une commande photographique, ça les oblige à y aller. Et donc, d'un point de vue pédagogique, c'est un premier point, c'est le point de vue pédagogique. Et c'est assez performant, c'est-à-dire qu'ils y vont beaucoup. Ils y vont quasiment presque toutes les semaines à la fin, parce que de toute façon, ils nous ramènent des séries d'images, et on les regarde, et on leur dit non, ça va pas, et on fait vraiment de la lecture d'images. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où l'atelier il se partage en deux, entre la lecture des cartes et les photographes qui font de l'editing, qui font de la lecture de séries d'images, avec les étudiants. Ça peut durer 1 heure par groupe, parce que comment on construit une série unitaire de photographie, comment on fabrique un regard, comment on pose une distance, et donc ça s'élabore, et ça c'est très très important. Ensuite, on ne fabrique pas, on sort de l'aspect artistique de production, même si la production de l'atelier est très marquée par l'influence de l'école de Düsseldorf et par la mission de Datar. Ça, c'est assez évident. Ou Adams, voilà, il faut aller voir l'expo Adams en ce moment. C'est un des grands maîtres qui nous influence. Mais pour nous, c'est de la prise de notes. Et donc, cette photographie, comme le fait Jackson aux États-Unis, J.B. Jackson, ou comme l'ont fait Venturi, Scott Brown pour Las Vegas, quand ils sont allés voir Ed Ruscha et ils ont discuté avec les photographes. Ils ont mis en place des protocoles de photographie, mais ils ne produisent pas un objet artistique, ils produisent un objet photographique qui n'est pas indépendant des autres médiums, des autres modes de production de savoir des équipes d'architectes, urbanistes, paysagistes, qui est le texte, la carte, la photographie et d'autres supports. Et donc cette photographie n'est pas... elle peut être isolée comme une série, mais elle fait partie d'un ensemble et d'un processus à ramifications, donc comme ça multiples. Mais c'est une prise de notes, on rapporte, c'est un retour de l'expérience du site. Je vais sur le site avec une connaissance préalable, je me confronte, mais ma connaissance préalable filtre et va faire en sorte que je capte des images. Enfin, l'acteur va capter un certain nombre d'images et qui sont vraiment spécifiques parce qu'elles sont instrumentées par la connaissance cartographique. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on va sur le site comme ça, le nez au vent, et on ramène des images qui sont absolument inintéressantes. Donc ça, c'est une photographie topographique. Ça renvoie à New Topographics, cette expérience cette exposition de photographie aux États-Unis, qui est une photographie qui s'inscrit dans le sol. Et donc elle nous intéresse nous aussi parce qu'elle inscrit là une relation avec la carte dans sa dimension de rapport au sol.
dans le temps, enfin, ouais, elle se fait au moment où elle se fait. Mais surtout cette relation, cette question de photographie topographique, ça me semble assez important. Enfin, je sors hier, on était en séminaire avec Jordi Balesta et on a parlé de ça toute la journée, donc je suis complètement imprégné par cette question-là. Mais ça, c'est vraiment important. Et au début, certains chercheurs de l'école ont essayé de nous mettre dans une boîte photographie artistique, production de photos artistiques sur le territoire. Non, c'est pas ça du tout. On n'est pas en train on fabrique, on produit de la connaissance. Il y a des séries qui sont meilleures que d'autres, mais en tout cas, c'est très très intéressant de travailler avec ça, en tout cas. Et ensuite, j'ai pas eu le temps, mais j'avais des images, mais dans le dispositif du rendu, à la fin du semestre, il y a un rendu cartographique, donc les cartes sont affichées en A0, et il y a une réflexion sur comment on montre le travail photographique. Donc il y a des groupes qui fabriquent des carnets, il y a des groupes qui affichent les photographies, il y a des groupes qui fabriquent des boîtes avec des photographies. Enfin voilà, il y a toute une série de dispositifs de démonstration du travail photographique qui est mis en place et qui est réfléchi par les groupes des étudiants, quoi. Voilà. Juste une question par rapport aux images de Prost que tu montrais au tout début, par rapport à la coupe perspective, qui était quand même très développée. C'est très belle production figurée de Prost. On a retrouvé un petit peu dans quelques projets. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous articulez ou c'est moins développé dans ce cadre-là? C'est moins développé. En plus, là, je montre pas beaucoup de coupes. Mais surtout il y avait dans les projets, on voyait à un moment donné réapparaître. Il y a toujours des coupes. Non, mais par contre, du coup, ça me fait penser à une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que on s'est rendu compte qu'il nous manquait une échelle intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est avec cette grande carte-là, c'est très bien, mais en même temps, on est très très loin aussi du territoire. Donc la photographie nous ramène au sol, mais c'est pas suffisant. Donc on est en train de mettre en place un échantillonnage de carrés. C'est-à-dire que maintenant, les étudiants produisent la carte, une ou plusieurs cartes suivant leur thématique. Mais ils produisent aussi des échantillonnages spécifiques à une autre échelle, où ils vont pouvoir montrer dans une analyse plus classique ce qui est la morphologie du tissu des secteurs qu'ils ont identifiés comme étant spécifiques ou génériques par rapport à leur thématique, dans lequel on pourra voir l'échelle du parcellaire, le bâti dans le parcellaire, la forme urbaine, la relation à l'espace public, à l'emprise végétale. Enfin, on pourra rentrer un peu plus dans ce qui est un tissu urbain qui est une matière, quoi, qu'on comprendrait un peu mieux que là, parce qu'on est quand même très très loin. Alors, on peut zoomer dans les cartes, mais c'est difficile de montrer dans une carte les deux. Enfin là, on n'a pas résolu ce problème-là, en dehors d'avoir des iPads à chaque fois. Mais bon, c'est une autre question. Ou d'offrir des zooms. Après, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le site internet, mais c'est pas l'architecture du site internet tel qu'on l'a monté aujourd'hui, mais on devrait pouvoir zoomer dans les cartes. Mais on pense que si on réintroduit une échelle intermédiaire dans ces échantillonnages, on va pouvoir raconter cette échelle intermédiaire qui nous intéresse aussi. Et d'autant plus qu'elle intéresse aussi certains de nos partenaires qui nous l'ont demandé. Voilà. André ? Non ? Pas de... Pardon. Je suis un peu pragmatique et boutiquier. Sur le côté technique, j'ai pas bien compris quels outils vous utilisez. Vous avez évoqué très vite l'aspect SIG. Et après, j'ai entendu parler d'Illustrator, donc j'ai pas bien suivi. Alors, c'est assez simple, mais on a mis 2 ans pour mettre en place le dispositif, mais c'est surtout dû à l'évolution de Illustrator CS6, c'est-à-dire qu'en fait, bon, pour aller vite, la version CS6, elle marche beaucoup mieux que la CS5, et elle nous permet maintenant sur un portable de dessiner une carte à cette échelle-là. Donc en fait, la montée en puissance des machines et l'évolution des programmes fait qu'on peut le faire. Donc ça veut dire qu'on dessine en vectoriel. Mais les données qu'on récupère de l'IGN sont donc des données SIG, mais on ne dessine pas avec le SIG parce que pour nous, le SIG n'est pas un instrument de dessin adapté à notre pratique spatiale et morphologique. On s'est rendu compte qu'on ne dessine pas avec un SIG, quoi. Donc
on prend les informations, on fabrique des calques, et on met à jour, on stratifie notre base de données propre à partir de l'assemblage de calques qu'on a fabriqué. Et on récupère donc des calques géoréférencés dans Illustrator sur lesquels les étudiants vont travailler. Donc ils vont assembler, retirer, faire une synthèse. Ils vont travailler sur des données brutes. Ils vont faire cette opération de synthèse pour fabriquer une carte. Et donc après, ils produisent des cartes qui sont dans Illustrator, géoréférencées en Lambert 93, qu'on peut remettre dans un SIG, mais surtout qui corrigent le sphérique, quoi. Parce qu'au début, on a fait ça avec des DWG et on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que n'utilisant pas un logiciel SIG, vous êtes privé de tous les outils d'analyse et de projection qu'il y a dans les SIG, quoi. Alors, on utilise la projection pour... Non, mais de projection, je veux dire, construire un buffer spatial autour d'un axe, on n'utilise pas ça. Trier des données par altitude pour extraire les massifs, des choses comme ça, quoi. Non. On n'utilise pas le SIG dans sa capacité de questionner les données, mais c'est clair qu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse extraire des données, mais on fait pas comme ça. Parce que d'abord, il y a une réponse qui est assez simple, c'est que moi je sais pas m'en servir. Il y a une personne qui, pour nous, ça reste vraiment une boîte noire, la question du SIG à l'école. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un de chez nous qui a une formation un peu plus poussée sur les SIG, donc nous on l'utilise comme moteur d'extraction de données pour fabriquer des données vectorielles qu'on va manipuler. Donc forcément, on se coupe d'une partie des données, mais comme ce qui nous intéresse, c'est le spatial et le morphologique, on utilise ça. Ouais, mais c'est justement le centre de l'utilisation des logiciels SIG dans toute leur capacité d'analyse spatiale. Donc ça veut dire qu'on a encore d'autres chantiers à ouvrir et c'est très bien. Bah oui. Non, parce que j'ai l'impression que vous avez redessiné beaucoup de choses. Oui, mais c'est bien de redessiner parce que en redessinant que les étudiants ils apprennent et que nous aussi on apprend. Parce que s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir la carte. Non, mais je caricature évidemment, je schématise. Mais s'il suffisait d'interroger, nous ce qui nous intéresse c'est comment on trie les données, comment on stratifie, comment ça s'enchaîne, ça se synthétise, tout ce travail-là, quoi. Mais le fait qu'ils soient obligés, c'est très difficile à lancer cet atelier parce que les étudiants sont très perplexes par rapport au travail qu'il y a à faire. Ils se demandent à quoi ça sert. C'est très très loin de l'échelle architecturale, même si on essaye de montrer que ça se raccorde et que on arrive du territoire à l'échelle, à la connaissance architecturale, enfin, à la typologie, à la morphologie, aux choses qu'on peut manipuler avec des savoir-faire spécifiques d'architectes. Mais donc on est obligé de leur transmettre notre passion, notre énergie, pour que, et après une fois qu'ils sont dedans, quoi. Voilà, vous connaissez les étudiants que quand on les a mis sur un rail, ils sont partis, ils y vont, quoi, et ils se prennent au jeu, quoi. Mais c'est vrai que il faut amorcer ça parce qu'on est quand même assez loin de préoccupations architecturales. C'est l'architecture du territoire, mais bon. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Non, je voulais revenir un peu aux questions liées à la photographie et en me demandant aussi, est-ce que vous avez essayé de travailler avec de la vidéographie? Et puis, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un travail aussi rigoureux que vous avez sur la cartographie avec de la photographie, problématique, hypothèse, traitement de données? Et comment ça se concrétise? Bon, peut-être vous avez esquissé une petite réponse, je pense, par rapport aux réflexions liées à la présentation, notamment. Alors, la vidéo, on n'en fait pas parce qu'on ne sait pas. Déjà, donc ça c'est simple. Je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec la vidéo, mais on s'est limité à ce qu'on savait faire et donc c'est un choix, quoi. Après, on a des protocoles qu'on met en place avec les étudiants. Moi, je peux vous en parler. Un protocole assez simple, c'est grand angle, zone de netteté maximale, plan de prise de vue verticale. Donc on est en général assez loin des objets. Usage du téléobjectif interdit.
Voilà, on a un certain nombre de règles. Pourquoi? Parce que ça facilite le traitement des données et on s'affranchit d'un certain nombre de questions qui ne sont pas les nôtres. C'est un parti pris, mais c'est comme ça. Pas de cadrage vertical interdit. Donc voilà, il y a un protocole, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que le vertical, il montre beaucoup de ciel, beaucoup de terre, et peu de ce qui nous intéresse. Horizontal, parce que comme ça, on est dans l'horizon. Et de toute façon, tous les photographes de paysage, à part Depardon, quand il fait errance en Afrique, ils prennent tous à l'horizontale. Et j'aime beaucoup le travail de Depardon en Afrique, ça n'a rien à voir. Mais donc, ensuite, il n'y a pas de personnage parce que c'est pas notre truc. Et donc, on nous demande toujours, mais il n'y a personne dans les photographies. Bon, c'est comme la photographie de Basilico. Ça pose un problème qu'il y ait des personnages dans la photographie parce qu'à un moment donné, ça nous attire l'œil et on regarde plus ce qui nous intéresse nous. Ou alors, il faut être très très fort pour pouvoir intégrer des personnages dans la photographie sans que ça dérange la perception spatiale des lieux ou des questions qui sont autres et qui sont pas celles-là. Par contre, je pense que l'aspect social et usage et comment on vit dans ces territoires, ça c'est quelque chose qu'on raconte pas. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse avoir un prof de socio avec nous qui serait d'accord pour s'inscrire dans la démarche de l'Atlas métropolitain et qui dit ah ben moi ce qui m'intéresse c'est les modes de vie dans ces territoires. Et là il pourrait faire un travail aussi cartographique, c'est-à-dire où je vis, où je travaille, où j'habite, où les enfants vont à l'école, parce que ça on l'a fait en 5e année avec un groupe d'étudiants et c'est passionnant. Les trajets dans le périurbain, c'est hyper intéressant. Et des portraits, et voilà. Et donc développer ça, parce que ça je pense que c'est quelque chose qui manque certainement à notre travail. En même temps, c'est pas non plus notre corps de métier. Mais je pense que c'est intéressant. On devrait pouvoir profiter des compétences de sociologue à l'école pour travailler là-dessus. Donc c'est un parti pris, mais oui, à un moment donné, il faut se limiter aussi. Hein. Ouais, et pour être efficace, on essaye d'essayer de faire ce qu'on connaît bien déjà. Sur le projet vidéographique, vous pourrez peut-être en monter un après, on ne sait jamais. Sachant que Guillaume Migneux est aussi vidéaste et qui fait un formidable travail aussi d'observation du territoire. Moi, j'ai vu des reportages sur je sais plus où c'est, mais à un moment donné, j'ai chopé sur Internet des reportages vidéo qui étaient une composition de fragments de vidéos et de captures photographiques qui mêlaient des interviews et des modes de vie avec des habitants. Enfin, ça, je trouvais que c'était vachement intéressant. Je trouvais que c'était une forme qu'à un moment donné, on pouvait récupérer pour pouvoir dire des choses, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un problème de savoir-faire, de temps, pas d'équipement, parce qu'on peut faire de la vidéo maintenant super facilement, mais voilà. Bonjour, je voudrais savoir si vous travaillez à partir de données SIG qui remontent dans le temps, qui sont antérieures à l'état actuel du territoire, savoir si elles remontent dans le temps et jusqu'à quand. Est-ce que vous travaillez à partir de cartes antérieures? Est-ce que vous créez des cartes historiques antérieures ou est-ce que vous ne travaillez qu'à partir de cartes actuelles et le travail historique vous sert qu'à créer des cartes pour représenter l'état actuel du territoire? Alors ça, c'est une très bonne question. On est en train d'essayer de constituer un fonds historique, d'essayer d'identifier les grandes périodes de constitution et de basculement de ce territoire. À partir des fonds de cartes qui existent dans la bibliothèque de l'école et au laboratoire INAMA, les fonds récoltés et conservés par René Boruet, qui est historien de ce territoire aussi, qui a fait un travail remarquable sur l'histoire de ce territoire. Mais aujourd'hui, c'est des données fragmentaires et c'est des données qui sont numériques. Donc, il faut pouvoir à un moment donné les scanner et les remettre, les re-géoréférencer dans notre système cartographique. Mais on a commencé à travailler sur les cartes d'état-major, et notamment la dernière, celle qui est mise en ligne sur Géoportail, parce qu'elle est aussi géoréférencée, c'est-à-dire on l'a récupérée dans le SIG, et il y a un groupe d'étudiants qui a redessiné l'année dernière la structure du territoire à partir de la carte d'état-major, c'est-à-dire les centres villages et les routes ou les grands chemins qui étaient existants à cette période, qui nous ont servi, je ne l'ai pas montré là aujourd'hui, mais qui nous ont servi pour travailler sur le périurbain, pour travailler sur l'histoire des réseaux, pour travailler aussi sur l'évolution
de l'emprise des terrains agricoles entre état-major et aujourd'hui. Bon, ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est un début. Sachant que nous, notre idéal, c'est l'Atlas du pays genevois. Donc c'est le processus d'analyse de la stratification qui identifie permanence, persistance et je sais plus quoi. Quels sont les tracés aujourd'hui qui sont hérités des tracés anciens. Mais ça, on peut pas le faire à l'échelle de la métropole, mais je pense qu'on pourrait le faire dans des petits cadrages sur des lieux spécifiques, quoi. Ça serait intéressant. Après, on peut aussi, je pense qu'on peut aussi certains groupes ont travaillé à partir des photos aériennes, de banques de données de photos aériennes qui sont maintenant aussi téléchargeables sur Géoportail et qui permettent de donner des informations sur certaines parties du territoire. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une couverture exhaustive du territoire en photo aérienne. Et après, la photo aérienne, faut la retraiter. Si, ouais. Donc voilà, donc il y a des strates sur lesquelles on est en train de réfléchir et qu'on met en place, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on pouvait par exemple montrer l'historique de l'évolution de la tâche urbaine, ce serait vachement intéressant. Ou cette historique-là sur les emprises agricoles ou sur les territoires de l'industrie, les zones d'activité, ça serait vachement intéressant. Ouais. Mais voilà, donc on a commencé par ce qui était le plus évident, et puis maintenant on va peut-être essayer de descendre dans les strates historiques pour informer ce territoire. Ouais, ça nous intéresse beaucoup. Et là-dessus, René Boruet, j'insiste, mais parce que j'en ai pas parlé, mais parce qu'il a fait un travail remarquable on espère qu'il va publier sur l'histoire de la fabrique de ce territoire métropolitain. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être clore là-dessus. Merci beaucoup encore, Laurent.